Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Tout comme 2018, l'année 2019 sera une grande année électorale pour le continent africain. Après le Nigeria, le Sénégal, ce sont les Comoriens qui se rendront aux urnes le 24 mars 2019, peu avant les Algériens attendus le 18 avril 2019 pour élire le prochain président de la République. Une présidentielle qui s'annonce déjà tendue puisque l'opposition comorienne dénonce l'instrumentalisation de la Cour suprême qui vient d'invalider certaines candidatures jugées sérieuses face au président sortant Azali Assoumani. Alors quel enjeu, quelle stratégie pour l'opposition d'obtenir l'abstenance en mars 2019 et quel regard jeter sur le bilan du président Azali Assoumani? Deux invités pour l'instant avec moi pour en parler. Ahmed Wadan Mahamoud, vous êtes ancien diplomate, vous êtes également écrivain, ancien candidat à la présidentielle de 2016. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. 22 juin 2018, vous avez été violenté par la gendarmerie comorienne à l'occasion donc d'une manifestation. Vous en êtes sorti avec le bras fracturé, de même que votre genou. Vous avez fait 20 jours de prison. Vous semblez dire que votre cas illustre ce qu'est devenu la gouvernance du président Azali Assoumani. En tout cas, on en parlera au cours de cette émission. Merci. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Mon confrère Kewin Maïzo, journaliste, analyste politique, est avec moi pour évoquer la vie politique, en tout cas la présidentielle au Comores. Alors, je précise d'emblée que l'ancien ministre Fahami Saïd Ibrahim est député à l'Assemblée nationale, était attendu dans cette émission, mais pour des raisons qui lui sont propres, il n'a pas jugé utile de venir dans cette émission. Nous aurions aimé qu'il ait eu l'élégance de nous avertir longtemps avant cette émission. Eh bien, en tout cas, nous espérons que très prochainement, il aura le geste élégant qui s'impose. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le président Azali Assoumani se dit fier de diriger un État de droit, mais en face, son opposition est loin de partager cet avis. Au contraire, elle dénonce une dérive autoritaire et une instrumentalisation de la justice. Mais écoutons ce qu'en dit Saïd Abbas Dalani, il est le président du Mouroua. On l'écoute très rapidement avant d'en parler. C'est un scrutin qui n'est ni crédible ni équitable. C'est bien pour ça que moi-même, je n'ai pas envisagé de me présenter alors que cette éventualité était envisagée. Il n'y a aucune crédibilité accordée à ce scrutin où la plupart des règles sont faussées. C'est une Cour suprême qui a été totalement désignée par le président de la République, alors qu'avant la Constitution de 2018, c'était une Cour suprême, enfin une Cour constitutionnelle qui était désignée par plusieurs grands élus. Alors que là, dans ce cas de figure-ci, tous les membres de cette Cour sont désignés par une verticalité complète. S'il y avait pire qu'instrumentalisé, je crois qu'on l'aurait utilisé. Une Cour totalement soumise à la volonté du président. Mohamed Ali, il est accusé de n'avoir pas clairement exprimé les problèmes de son patrimoine et il n'y a aucune preuve qui soutient cet argument-là. Ce qu'ils avancent est vraiment insensé parce qu'une société qui fait 7 milliards de francs comoriens aux Comores appartenant à un individu, c'est peu commun, hein, ce n'est pas connu. Puis pour Mohamed Souleh, ils disent que c'est le secrétaire général qui n'a pas signé alors que le secrétaire général est en prison. Donc, vous voyez à quoi le pays est exposé. Ahmed Wadan Mahmoud, effectivement, la Cour suprême de votre pays a invalidé un certain nombre de candidatures. Mais qu'est-ce qui fait dire à l'opposition comorienne qu'elle est instrumentalisée par le président Azali Assoumani? Nous avons un État qui est dirigé par un président qui a 3 atouts majeurs. Ah, c'est intéressant de commencer par... Le premier atout, c'est qu'il a l'art de la trahison. Ah. Le deuxième atout, c'est qu'en étant militaire, il sait ce que veut dire la ruse. Et le troisième atout, c'est qu'il sait comment
museler tout un peuple. Voilà les 3 atouts dont dispose l'actuel président. Et on en déduit que la Cour suprême comorienne est assujettie. Moi, je me situe dans l'opposition. Et dès la proclamation des résultats en 2016, oui, j'étais parmi ceux qui ont déclaré de manière officielle que nous nous situons dans l'opposition. Parce que je me suis battu contre ce colonel président, oui, sachant pertinemment que c'est un président qui est prêt à tout pour maintenir le pouvoir, à n'importe quel prix. Ce qui fait qu'on avait une cour constitutionnelle dont les membres étaient nommés par le président de l'Union, par le président de l'Assemblée, par les 3 gouverneurs. bien sûr, effectivement. Et ça faisait effectivement. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait une certaine cohérence dans le fonctionnement. Je ne dis pas une efficacité, une certaine cohérence. Il se trouve que, arrivé au pouvoir, allez-y rapidement. il a mis en place une cour suprême et il est le seul à nommer les membres. Pour des raisons d'efficacité, dit-il. Raison d'efficacité, oui, mais je tiens à préciser que la Cour constitutionnelle, elle a été bloquée par lui-même, qui n'a pas voulu entériner les décisions et les choix des gouverneurs. Efficacité et utilisation rationnelle des ressources de l'État, c'était donc les motifs pour lesquels le président a jugé utile de transformer la Cour suprême en une sorte de Cour constitutionnelle. En tout cas, la Cour suprême... C'est une ruse. C'est une ruse. Dites-vous, alors je rappelle également qu'il a été compliqué, effectivement, de convaincre le représentant du pouvoir à venir dans cette émission défendre le bilan donc, du président Azali Assoumani, et surtout pour évoquer les différentes tensions, les fortes tensions qui secouent aujourd'hui l'Union des Comores. Maïso, on l'a vu avant qu'on évolue, avant que je ne revienne à M. Ahmed Ouadan. Comment comprendre cette tension perpétuelle qu'entretiennent l'opposition et le pouvoir aux Comores? C'est à l'image de la plupart des pays d'Afrique, bien que ça commence un peu à évoluer. Oui. Mais dans les cas de Comores, on doit préciser au moins une chose. C'est que si les poursuites judiciaires, les embastillements et tout ça, s'étaient effectués pendant une période de la vie normale de l'État, on aurait compris. On aurait parlé d'un État de droit. Mais lorsqu'il y a un regain, juste à la veille des élections, il y a motif à soupçon. Donc, il n'est pas... Je ne suis pas surpris. Mais parlons concret, et puisqu'on évoque la Cour suprême, mais ça vaut aussi pour les autres pays. On invalide 2 candidatures, par exemple. Pour l'une, c'est parce que le prétendant n'a pas, en tout cas, comment dire, déclaré l'intégralité de son patrimoine. Et pour le second, pour vice de forme, défaut de signature, etc. Et comment se fait-il, effectivement, que le fait pour la Cour suprême de valider ou d'invalider une candidature devient sujet, attention, Parce que avant d'invalider ces candidatures, il y a eu des poursuites judiciaires qui se sont présentées de façon opportune juste avant les élections. Vous voyez par exemple l'affaire de la citoyenneté économique. C'est une affaire qu'on pouvait poursuivre depuis longtemps, prendre des sanctions qu'il faut, le faire de la manière la plus transparente qui soit. Mais lorsqu'on détache les invalidations de tout le processus judiciaire qu'il y a eu avant, ou lorsqu'on les met ensemble, ça donne un climat malsain qui aboutit au soupçon que les présidents instrumentalisent la justice, d'autant plus que dans son fort, il faut retenir une espèce de velléité de demeurer au pouvoir. Regardez la réforme constitutionnelle du 30 juillet 2018. Oui. Largement adoptée par les Comoriens. Oui, bon. Il faut quand même le rappeler. Ok. On en parlera. Oui. Il était quand même président. Oui. Maintenant, il postule, sûrement qu'il sera élu, mais pour 2 mandats au lieu d'un seul. Donc ça va donner l'impression qu'il y a une île, l'île dont est issu le président, qui va demeurer longtemps au pouvoir. Oui. Et on se pose la question, dans cette espèce d'union, comment les autres vont le vivre?
Je pense que dans une république en construction, dans une démocratie en construction, ce sont des écueils qu'il faut éviter. Oui. Alors, mais replaçons-nous en contexte. Hein. Après le référendum de juillet 2018, le président juge utile de convoquer la présidentielle de façon anticipée. Et là aussi, il faut s'intéresser. Pourquoi, alors qu'il a été élu en 2016, appelle-t-il les Comoriens à se rendre aux urnes en mars 2019? Pourquoi veut-il une présidentielle anticipée? Mais justement, cela participe à ce que j'ai appelé velléité de demeurer à tout prix et à n'importe quel prix au pouvoir. Donc, si on regarde bien, bon, on m'a dit que c'était, on vient d'apprendre que c'est un militaire, moi je ne le savais pas. La tournante a été supprimée après le référendum, on est d'accord. C'est un bon stratège, c'est un bon stratège. Je pense que le moment le plus opportun pour gagner aux élections, c'est maintenant qu'un peu plus tard, parce qu'un peu plus tard... On vous jugera sur le bilan, c'est ça? Non seulement qu'on jugera sur le bilan, mais les autres candidats qui n'ont pas les mêmes moyens que lui sont un peu pris de court avec cet avancement de la date des élections. C'est donc stratégique chez le président. Je pense qu'il y a lieu d'éclairer les téléspectateurs. Allez-y très rapidement, M. Ouada. Rapidement, puisque nous avons en présence un militaire, donc je vais utiliser le langage militaire. Oui. Première guerre qu'il instaure, c'est une guerre contre les institutions. Commission anti-corruption supprimée. Commission des droits de l'homme a été supprimée il y a à peine 2 semaines, 1 semaine, qu'elle vient d'être mise en place. Oui. Donc c'est toujours une idée électoraliste. Le marché public, la loi sur les marchés publics, abrogée. Je peux multiplier les exemples. Cour constitutionnelle supprimée. Différentes lois supprimées, abrogées. Deuxième guerre, contre les partis politiques. Et nous venons de vivre l'exemple triste. Mohamed Ali Soili, qui est membre, l'un des membres influents, le président de l'UPDC, oui. Un des partis forts du pays, interdit de se présenter. Le député Ibrahim Metsoulé, le plus grand parti du pays, l'un des partis importants du pays, interdit de se présenter. Donc, ce qui montre une deuxième guerre contre les partis politiques. Pensez-vous? Oui. Une troisième guerre. Interdit de se présenter, ce n'est pas le président Azali Assoumani. Mais nous avons une Cour suprême. Oui. Encore une fois. Hein, je respecte les membres qui composent cette Cour. Oui. Ils ont la compétence requise. Mais je peux dire que les membres sont sur ordre. D'accord. Parce que, on le voit nettement, les décisions qui sont prises sur la base d'arguties politico-politiciennes. Voilà le danger. Et la troisième guerre. Mais quand on dit qu'un candidat, et quand c'est avéré qu'un candidat n'a pas déclaré l'intégralité de son patrimoine, ça, on peut constater ça, non? Mais je constate que c'est toujours la ruse qui est utilisée. Oui. Parce qu'en termes militaires, on essaye de fabriquer des situations pour bloquer l'adversaire. Voilà ce qui fait le point fort du colonel président Azali. D'accord. La défiance qu'on note aujourd'hui entre le président et l'opposition, elle vient d'où? La fracture, elle est née quand? La fracture, si vous permettez, j'ai commencé à démontrer que, une fois arrivé au pouvoir, en 2016, en 2016 oui. Sur la base d'une coalition. Bien sûr. Coalition qui avait à sa tête l'ex-président Sambi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour mettre Sambi en prison sur la base d'une loi de citoyenneté économique qui est toujours appliquée jusqu'à maintenant. Elle n'a pas été abrogée. Avec les réformes, du ministre le président Azali continue à utiliser cette loi de citoyenneté économique avec la même société. D'accord. Et il continue à vendre les passeports. Donc, y compris après les différentes lois adoptées par le ministre Fahami, justement, Ibrahim, que nous attendions dans cette émission. Il continue à vendre les passeports. Mais je crois que le problème avec cette loi, ce n'est pas tellement la loi, c'est l'application de cette loi. Il continue à vendre les passeports. Pire, l'un de ses proches collaborateurs,
qui, partout où il pose ses pieds, il l'accompagne. Il vient de dire que nous avons retenu le président Sambi, nous l'avons placé en résidence, Surveillé, oui, bien sûr. nous l'avons mis en prison chez lui, parce que, j'essaie de paraphraser, c'est un monstre, c'est un dangereux animal. Donc, voilà un élément qui montre que le président Azali, il sait très bien ce qu'il fait. Bon, avançons. Qu'est-ce qui va se jouer le 24 mars 2019? C'est quoi l'enjeu principal? L'enjeu, c'est que très rapidement. il faut éviter d'arriver au chaos. Je pèse mes mots. Il faut, puisque nous avons un État répressif, avec des procès iniques et uniques, sans droit à la défense des détenus. Aujourd'hui, nous avons un parti politique, le Djoua, qui est démantelé. Moi, je dis, le Djoua, il est démantelé. Parce que c'est un parti qui a des membres, Oui. mais qui n'a pas la tête. Alors, vous avez fait... je l'ai rappelé très rapidement, monsieur, excusez-moi, Mahmoud, je l'ai rappelé, vous avez fait une malheureuse expérience en juin 2018. Vous avez fait 20 jours en prison, vous en avez eu le bras fracturé. En tout cas, vous avez été interpellé et tabassé à l'occasion d'une manifestation que vous disiez est pacifique, mais que le pouvoir considérait comme n'ayant pas été autorisé. Vous en êtes sorti avec un genou fracturé, un bras fracturé. Quelle a été la suite, très rapidement, avant qu'on avance? Avant, je pense que maintenant, il faut dire Dieu merci. L'essentiel, c'est de regarder l'avenir. C'est cela, exactement. Ne nous éternisons pas. Oui. J'ai eu des fractures. Oui. Dieu merci. J'ai eu vous des avez eu soins. droit à la justice puisque vous avez fait 20 jours de prison. Et s'il y a eu un procès? Il n'y a pas eu de procès, c'est toujours un procès expéditif, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, essayons de regarder l'avenir. Tout à fait. Et donc l'enjeu de la présidentielle, disiez-vous, c'est d'éviter le chaos. C'est que j'aurais pu être candidat. Hein. J'aurais pu être candidat. Oui. Mais je me suis dit, je me suis battu contre les assises. Je me suis battu contre le référendum. Sans succès. Donc, je ne peux pas me présenter candidat en ayant le président Sambi, Ahmed Barouad, le premier magistrat de l'île d'Anjouan, Dr Salami Abdou, Oui. Sidi, en prison, et d'autres. Plus d'une soixantaine. C'est pas solidarité avec les prisonniers politiques. Avec les parce que quand la mission de l'Union africaine était aux Comores au mois d'octobre, j'ai dit à mes compatriotes de l'opposition que si nous allons au débat, au dialogue, essayons de placer la question de la libération des prisonniers politiques comme condition sine qua non pour apaiser les tensions. Je propose qu'on marque une coup de pause, on se retourne dans quelques instants pour évoquer la stratégie de l'opposition comorienne, puisqu'elle a vocation à prendre le pouvoir le 24 mars 2016. Eh bien, quels sont aujourd'hui les atouts de cette opposition pour obtenir la tenance en mars 2019? Eh bien, on en parle après une coup de pause. À tout de suite.